Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence d'Energaia. Ça va pour le son? Ouais, encore? Bon, très bien. Donc moi, je suis Aude Richard. Je suis journaliste spécialisée en énergie. Ah, il y a des problèmes de son? Non, ça va? Ah. N'hésitez pas à me faire signe si vous n'entendez pas. Bon, ça semble aller. Ouais, super les pouces. Donc, je répète, je suis Aude Richard, je suis journaliste énergie. Et donc cet après-midi, on va parler du bois et du développement du bois aujourd'hui et demain. Donc difficile de résoudre l'équation du bois énergie entre d'un côté l'évolution de la demande pour sortir de plus en plus des énergies fossiles et de l'autre côté une forêt qui dépérit, qui a du mal à cause du changement climatique, donc la raréfaction de la ressource. Donc on l'oublie souvent, mais le bois énergie représente quand même 34% des énergies renouvelables consommées en France et 60% de la chaleur renouvelable. Donc c'est de loin la première énergie donc en France. Elle est incontournable dans la transition énergétique et plus largement dans la transition écologique, on va dire. Parce que, j'allais dire, le bois, c'est un peu le mot compte triple sur le scrap de la décarbonation. En fait, c'est à la fois un puits de carbone, à la fois un matériau, à la fois de l'énergie. Donc il va falloir conjuguer avec tous ces différents éléments. Son développement soulève pas mal d'enjeux environnementaux aujourd'hui, donc en particulier par rapport à la qualité de l'air et par rapport à l'exploitation des forêts, mais aussi des enjeux économiques et sociaux. Alors on va voir cet après-midi quelle disponibilité pour ce bois forestier, et puis comment assurer une gestion durable des forêts, comment garantir une distribution équitable de la ressource, bref, faire en sorte de développer le bois énergie de manière intelligente. Donc c'est ce qu'on nous allons voir avec nos 3 invités pendant 45 minutes à peu près. Et puis après, on prendra vos questions et vos remarques à la fin de la conférence. Alors, on accueille Nadine Descaux. Vous êtes chef du service qualité de l'air à l'ADEME. Lucille Savagnier, vous êtes ingénieure en charge des études ressources forestières au FCBA de Grenoble. Et Stéphane Magot, donc vous êtes vice-président des collectivités forestières d'Occitanie, vice-président du CIB, donc qui est le comité de l'interprofession du bois énergie, et également président du CIDED, donc les réseaux de chaleur du Lot. Voilà. Et moi, j'aime bien savoir aussi qui vous êtes dans la salle. Donc tout simplement, vous levez la main. Est-ce que vous travaillez dans le secteur forestier? D'accord. Parfait. Est-ce que vous êtes des bureaux d'études ou institutions qui accompagnent les projets bois énergie? Ok. Des élus locaux. Alors, il faut savoir que ce matin, très bien. Donc, ce matin, il y avait une réunion de l'Union régionale des collectivités forestières d'Occitanie. Donc, voilà, on se dit que peut-être qu'ils vont venir aussi cet après-midi à notre conférence, les élus locaux. Enfin, peut-être des étudiants? Ouais, parfait. Merci pour la représentation étudiante. Pour commencer, on va se plonger dans la ressource parce que je me souviens l'année dernière, j'animais déjà une table ronde sur le bois énergie et on se disait oh là là, c'est la catastrophe au niveau ressources du bois énergie. Donc Lucie Savagnier, donc vous êtes ingénieure bois et forêt à l'Institut à l'FCBA à Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor, si j'allais dire par rapport à la forêt, nous expliquer un petit peu où on en est aujourd'hui dans la ressource? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Parlez bien à côté du micro. Voilà. Oui. Alors, on va peut-être passer les slides que j'avais préparés. Tout à fait. Alors, sur la ressource forestière, c'est comme vous l'aviez dit, Aude, grand et vaste sujet. En juin 2024, on a sorti avec l'IGN une étude sur la disponibilité à 2050 du bois, enfin sur la disponibilité en bois et du bilan carbone sur le secteur forestier, donc qui concerne la métropole. Là, je vais vous présenter 3 slides qui nous intéressent aujourd'hui sur les usages et l'allocation de la ressource. Mais je me tiens à votre disposition pour plus d'éléments en ce qui concerne cette étude qui est vraiment très complète. Pour la première fois dans les études de ressources, on a implanté des données climatiques et on a fait une étude intégrative avec des schémas de filière en regardant quel était le bilan carbone si on allouait si on allouait la récolte additionnelle vers l'énergie ou vers des usages à plus longue durée de vie. Donc, pour passer très rapidement, on a regardé 3 scénarios climatiques, plusieurs niveaux de récolte, soit avec une approche taux de prélèvement, soit une approche
volume mobilisable et 10 scénarios de filière. On peut peut-être passer à la slide suivante. Tout à fait. Et là, c'est une slide sur les... Donc, vous avez les résultats sur l'amont forestier. Et je vais reprendre ma slide à moi. Bah, c'est vrai que c'est une étude qui fait vraiment référence maintenant dans le milieu. C'est ça. C'est une étude qui est nationale avec des résultats régionalisés. L'IGN et le FCBA, on s'évertue à travailler en tout cas avec les régions, donc les acteurs en région, soit les cellules biomasse, soit d'autres collectivités locales pour mieux appréhender les résultats. Et du coup, parce qu'en fait, là, il y a en tout 36 scénarios et c'est vraiment sur le territoire qu'il faut dire je vais plutôt appliquer tel scénario de récolte plutôt pour tel scénario climatique. Donc là, du coup, sur le graphe de gauche, vous avez le scénario de récolte. Si on se met à 2050 avec la récolte actuelle, c'est-à-dire si on continue de récolter 53 millions de mètres cubes par an, vous avez les différents effets de scénario du climat. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire qu'il y a des grosses incertitudes sur le climat et du coup de grosses vagues sur la disponibilité et l'offre en bois. Et donc cette irrégularité de l'offre demande et requiert une adaptation de la filière forêt-bois pour la mobilisation notamment des bois de crise. Mais ça veut dire qu'on a quand même un enjeu, la filière a un rôle à jouer. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi donc sur le graphe de droite. Donc là, on est dans un scénario climatique intermédiaire. Et on voit vous avez la flèche avec les couleurs, ces différents scénarios de récolte. Et vous voyez l'énorme amplitude des possibilités qui s'offrent à nous. Donc du coup, là, on voit le grand rôle que la filière a à jouer. Et cette étude, il ressort de cette étude que si on veut augmenter de 10 millions de mètres cubes par an la récolte supplémentaire, ça va nécessiter de passer certaines zones qui étaient en gestion faible à une gestion plus forte. Du coup, ça concerne les forêts notamment privées et majoritairement feuillues. Donc là, il y a des gros enjeux sur ces deux points-là. Et si on passe la slide suivante, là, vous avez un graphe qui vous montre donc on est sur un même scénario de récolte, mais c'est juste qu'on alloue la part de stockage des produits bois à des usages différents. Donc sur le graphe de gauche, la barre orange, elle est plutôt mince, et sur celle de droite, elle augmente. Et en fait, ça veut dire que si le stockage des produits de bois peut être multiplié par 4, donc on augmente de 20% le stockage carbone pour une même récolte si on va vers des produits à plus longue durée de vie et si on introduit une part de recyclage plus importante dans nos produits bois. Donc ça, cette slide, elle est très importante parce que ça remet en lumière le rôle de la filière bois dans l'adaptation au changement climatique et dans la transition écologique. Et on voit substitution de l'énergie en bleu qui diminue en fait sur ce graphe-là. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y aura moins d'énergie fournie par le bois? C'est-à-dire que la part de bois, on va utiliser l'énergie, mais plutôt dans des produits qui seront vraiment en fin de vie. Donc tout ce qui est déchets d'ameublement, déchets de construction, etc. D'accord. Et moins du bois directement sorti de la forêt. Voilà, l'idée c'est que le bois énergie, pour moi, reste un sous-produit de la sylviculture. Donc c'est vraiment en fin de chaîne qu'on va réintroduire ce bois à des fins énergétiques. D'accord. Donc en fait, juste avant, là, cette slide-là, on voit bien qu'on peut sortir du bois entre 42 millions de mètres cubes et 71 millions de mètres cubes en fonction des différents scénarios. Donc c'est toujours possible de sortir du bois de la forêt, mais avec un changement de gestion, en fait, c'est ça? C'est ça, le scénario à 42 millions de mètres cubes par an, on capitalise nos forêts. Après, on capitalise du bois sur pied, ça ouvre aussi à d'autres incertitudes. Le bois va se déprécier, c'est du bois qu'on n'ira pas chercher, donc il n'y a pas forcément de filière derrière, donc ça accroît les risques de tempêtes, d'incendies et compagnie. Et le scénario à 71 millions de mètres cubes, là du coup le stock baisse, donc on décapitalise, mais il y a un intermédiaire qui est le scénario en rouge et violet, où on se situe à peu près au même niveau de volume sur pied qu'actuellement. D'accord. Et là, il y a des chiffres nationaux qui sont en projection par rapport à ça. La PPE, par exemple, la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle tient compte de ces chiffres-là?
Alors il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps sur les scénarios de la PPE et oui, ils se sont appuyés sur cette étude-là. D'accord. Ok. Et je crois que c'est sur le scénario intermédiaire 53 millions de mètres cubes par an. Parfait. Mais je voudrais pas dire de bêtises. Non, mais on voit bien l'évolution, en tout cas, qu'il pourrait y avoir en tenant compte du réchauffement climatique et donc, j'allais dire, peut-être des accidents dans les forêts et en tenant compte des besoins en construction ou autre. C'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Et après, je vous invite à regarder la synthèse de cette étude parce qu'on a fait une estimation de l'évolution de la demande et on a mis en regard de la disponibilité en bois. Mais encore une fois, cette étude, ça reste des projections nationales. Donc, il y a beaucoup aussi d'incertitudes sur notamment les évolutions climatiques, le stock de carbone dans le sol. Enfin voilà, ça reste des ordres de grandeur à considérer avec les limites nécessaires de cette étude-là. Au niveau du gouvernement, quels outils ont été mis en place en fait pour gérer, piloter la ressource en biomasse? Alors sur la biomasse, ça bouge politiquement, ça bouge beaucoup là. Moi, je le vois depuis 1 an et demi. Déjà, il y a beaucoup d'initiatives en région. Et au Salon de l'Agriculture 2024 a été signé le groupement d'intérêt scientifique biomasse, le GIS Biomasse. Donc il y a l'INRAE, France Agrimer, l'IGN et l'ADEME, qui sont les 4 membres fondateurs. Et le rôle de ce GIS Biomasse, c'est de répondre aux problématiques d'usage, de bouclage, usage, consommation sur la biomasse, mais toutes les biomasses ligneuse, aquaculture, etc. Le FCBA, donc avec l'IGN, on travaille sur un outil, certains doivent le connaître, qui s'appelle Cartophobe, c'est l'Observatoire national des ressources biomasse ligneuses. Et l'objectif, c'est un outil qui a été mis à disposition des cellules biomasse qui lorsqu'on doit valider un plan d'approvisionnement, donc c'est pour juger de est-ce qu'il y a tension ou pas sur la ressource en respectant la hiérarchie des usages. Et l'objectif de Cartophobe, c'est justement de renseigner les disponibilités en bois et aussi on va l'alimenter avec les données filières. Et là, aujourd'hui, Cartophobe a été bien identifié par le GIS Biomasse pour venir l'alimenter sur tout ce qui est pour sa feuille de route. Et une initiative, une ambition que j'aimerais bien donner à cet outil-là, c'est d'homogénéiser les méthodes de collecte de données qui se font en région, parce qu'il y a un maillage territorial qui est essentiel. Et l'idée, ce serait de venir alimenter cet outil-là avec, que ce soit une porte d'entrée qui soit plutôt structurante pour la filière. Très bien. Vous, Stéphane Magot, donc vous êtes vice-président du CIB, donc de l'interprofession Bois-Énergie, et basé dans le Lot également. Donc vous avez un regard à la fois national et régional. Comment vous appréhendez ces nouveaux dispositifs de gouvernance? Ah, je ne sais pas si on vous entend. Non, on ne vous entend pas. Alors, peut-être changer de micro juste. Si, je pense que c'est mieux. Bonjour à tous. Disons que ces scénarios, ces outils de gouvernance, ils sont absolument indispensables dans une période qui n'a jamais été aussi incertaine. Parce que quand on entend effectivement 36 scénarios, on en prend un parce qu'on ne peut pas pousser le raisonnement beaucoup plus loin à l'échelle d'un territoire, mais c'est quand même un sacré pari pour l'avenir, notamment pour un maître d'ouvrage lorsqu'il s'apprête à investir pour des années sur des installations qu'on amortit sur une vingtaine d'années environ. Et on est bien loin d'avoir la visibilité sur la disponibilité de la ressource. Donc chaque région a ses spécificités, déjà de par les peuplements forestiers, puisqu'on a des secteurs en France où la forêt domaniale, la forêt publique est majoritaire. Donc on peut considérer que la collectivité qui peut être le maître d'ouvrage a la main, a son mot à dire en tout cas sur la gestion. Sur d'autres territoires, dont le Lot dont je suis issu, on est à l'extrême inverse, on est sur une forêt qui est privée à 98%. Il y a 66 000 propriétaires forestiers différents dans le Lot qui, pour certains, ignorent où sont situées leurs parcelles. Donc quand on parle d'outils de gestion, de les décliner en allant jusqu'à la forêt privée, oui, dans l'intention c'est très bien, dans les modalités, honnêtement, je n'ai pas le début de la solution pour aller vers cette gestion. Ce qui est sûr, c'est que les crises, on va les subir. Il y en aura de plus en plus. Le propre d'une crise, c'est qu'on ne sait pas à quel moment elle va survenir. Elle vient parfois complètement bousculer l'équilibre
jusqu'à avoir des répercussions sur le cours du bois et mettre certaines filières en tension. On l'a connu en 2022 avec la crise en Ukraine, lorsqu'il y a la substitution des énergies fossiles, du gaz notamment, gaz russe par du bois. Localement, on peut essayer de bâtir des systèmes d'approvisionnement un peu plus robuste, qui nous affranchissent, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le Lot, de cette dépendance au bois issu de l'exploitation forestière. Mais là encore, il appartient à chaque territoire d'affiner sur la base de ces scénarios qui sont indispensables sa propre stratégie. Alors justement, vous êtes vice-président des communes forestières d'Occitanie, président du CIDED, donc du syndicat d'énergie du Lot. Vous pilotez à peu près une quinzaine de réseaux de chaleur dans le Lot avec une péréquation tarifaire pour tous les réseaux. Vous disiez, il faut arriver à asseoir en tout cas l'approvisionnement et enfin ouais. Comment vous voyez la répartition de vos ressources enfin, Alors, si je prends l'exemple lotois, sur les 14 000 tonnes que nous mobilisons annuellement, seuls 24% sont de la plaquette forestière, sont issus directement de l'exploitation forestière. 40% de l'appro est fait sur des sous-produits de l'industrie. On a 10% qui sont issus de chantiers d'élagage, qu'opère le département sur le long du réseau départemental, mais aussi des communautés de communes, le long du réseau qu'ils ont en gestion. Une fraction est issue des bois non traités récoltés sur nos déchetteries, parce que notre particularité, c'est qu'on a aussi une compétence de traitement des déchets et on exploite un réseau de 29 déchetteries à l'échelle départementale. Et enfin, 13% sont issus de la valorisation des déchets verts apportés par les particuliers et les professionnels dans ce même réseau de 29 déchetteries. Voilà. Donc, ouais, on a mis au point un processus qui permet de valoriser cette fraction ligneuse et ça nous permet de nous projeter sur un autre gisement en devenir pour demain. On en parlera tout à l'heure. C'est à travers les obligations légales de débroussaillement. On est à peu près sur les mêmes sections de bois, le même parcours technique, le même processus pour arriver à les mobiliser. On a vu la diversité de vos ressources. Est-ce que derrière les chaudières, elles fonctionnent techniquement de la même façon? Est-ce qu'il y a des contrats particuliers avec chaque acteur? Comment vous gérez cette diversité? Alors notre particularité, c'est qu'on exploite en régie, donc on a à la fois nos plateformes, on fabrique notre combustible pour les 3/4 dont on n'est pas dépendant de la plaquette forestière. Et les chaudières, effectivement, elles sont sur une gamme à l'échelle des 15 réseaux de chaleur. Bien sûr, ils sont tous différents. L'acceptabilité de chaque machine est propre au regard du combustible. Donc ça, c'est le savoir-faire maison, c'est le secret. Alors, ce n'est pas du secret industriel. Hein. S'il y a des acteurs sur la place, on est tout à fait prêts à partager le savoir qu'on a acquis. On a mis 2-3 ans aujourd'hui à arriver à faire les bons mélanges pour chaque gamme de chaufferie avec des proportions différentes de bois, de plaquettes forestières et jusqu'à la fraction issue des déchets verts qui est la fraction la plus technique à travailler puisque voilà, il a fallu savoir déterminer à quel moment il était pertinent de cribler, de définir et de l'incorporer dans quelle proportion. Donc il y a un savoir-faire, mais encore une fois qu'on est prêt à partager et on est régulièrement sollicité pour le faire d'ailleurs. Bon, on a bien compris que vous étiez ouvert aux visites. Au niveau du choix du bois, comment est-ce que vous allez ouvrir des nouveaux réseaux de chaleur et est-ce que vous tournez directement sur le bois énergie? Alors aujourd'hui, dans les études de faisabilité, parce que c'est aussi une demande des financeurs de l'ADEME, on explore les autres énergies possibles, notamment les pompes à chaleur, donc la géothermie, tout à fait, pardon, merci. À date, le modèle économique n'a pas été avéré possible à l'échelle de nos réseaux. Alors nos réseaux, ils ont la particularité, ils n'adressent pas que des gros consommateurs. On embarque sur le trajet tous les particuliers qu'on a la possibilité de raccorder, dans la limite bien sûr du critère de densité thermique qui nous rend éligibles au fonds chaleur pour certains réseaux, mais on en construit d'autres en se privant, en n'ayant pas le fonds chaleur, à travers un partenariat qu'on a élaboré avec le département du Lot. Et dans tous les cas, voilà, donc nos réseaux sont tous différents. Donc on a une gamme de réseaux et nos études de faisabilité se nourrissent du retour d'expérience des réseaux qu'on exploite déjà. Et je crois que la force de la structure, c'est ça, c'est d'avoir en fait des références. Aujourd'hui, un maître d'ouvrage, quand il a le projet de réaliser une chaufferie ou un réseau de chaleur sur son territoire, ben sur le premier, franchement, il navigue un petit peu en aveugle. Il a besoin de beaucoup de conseils et surtout de bons conseils. Bon, bah là, avec une quinzaine de réseaux de chaleur, vous avez l'expérience qu'il faut. Tout à l'heure, vous parliez du débroussaillement, donc notamment par rapport aux incendies qui sont
j'allais dire, qui sont généralisés, qui vont être de plus en plus présents. Quelles sont les obligations pour les collectivités et comment en faire des opportunités finalement pour du bois énergie? Alors, bon, tout ça fait suite, bien sûr, l'élément déclencheur, ça a été l'incendie en Gironde et dans les Landes en 2022. Donc le chef de l'État s'en est exprimé, les préfets, bien sûr, ont reçu les instructions. Les arrêtés de mise à jour des obligations légales de débroussaillement sont en train d'évoluer à peu près partout, au moins dans la moitié sud de la France. Même si on a vu des incendies en Bretagne, par exemple, ce qui n'était pas, on ne l'imaginait pas il y a quelques années en arrière. Les contraintes sont réelles, elles relèvent du pouvoir de police du maire. Donc finalement, ça fait aussi partie d'une des difficultés supplémentaires auxquelles sont confrontés les élus, c'est qu'une obligation avec potentiellement, enfin, de façon quasi certaine, un coût. À minima, l'obligé est en mesure de faire lui-même. Au pire du pire, le maire devra se substituer, prendre la décision et répercuter la charge sur l'obligé, ce qui est loin de rendre le maire populaire en la matière. En tout cas, le gisement est conséquent. Il faut avoir conscience que, par exemple, le long des réseaux, alors quand on parle réseau, ce sont à la fois les réseaux de voirie, mais les autres réseaux à risque, ne serait-ce que le réseau électrique. Jusqu'à il y a peu, quand l'énergéticien dégageait les lignes pour des raisons de sécurité, le matériau était laissé au sol. Aujourd'hui, la biomasse est restée au sol. Dans le cadre des OLD, bien sûr, il faut enlever ce qui est un combustible ou à minima le broyer, le incorporer au sol, ce qui constitue quand même un coût supplémentaire. Le long des réseaux de voirie, 10 mètres de part et d'autre, chaque fois que vous traitez 1 kilomètre, vous avez traité 1 hectare en fait. Alors 1 hectare, c'est pas une coupe rase, hein, mais ça peut consister quand même à enlever certains arbres dans leur totalité, et en tout cas à enlever la strate arbustive, la strate par laquelle se propage préférentiellement le feu. La première intervention étant beaucoup plus lourde. Lorsqu'on est ensuite dans des phases d'entretien, les parcours techniques sont un petit peu simplifiés, mais dans des moments où les collectivités, alors je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des moments où les collectivités ont réellement les moyens de toutes leurs ambitions, en tout cas en ce moment c'est difficile. Et quand on parle de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, il y a des arbitrages à trouver. Et on a fait une expérience dans le Lot avec le département sur la mise en œuvre d'obligations légales de débroussaillement, où on est venu avec notre matériel, le CIDED, récupérer, broyer la biomasse prélevée pour en faire de la plaquette forestière. Aujourd'hui, l'atterrissage financier n'est pas bon. On est à peu près au double du coût de la plaquette forestière qu'on achète. On a identifié des leviers d'action, des leviers d'optimisation qui permettraient d'arriver tout près et d'être compétitif par rapport à la plaquette forestière. Et de toute manière, même si on ne rejoint pas, s'il y a un petit reste à charge, l'obligé, il vaut mieux qu'il s'accommode de cette solution où il aura un résiduel de quelques euros versus une solution où il paye une prestation complète et où tout reste au sol. Ah ouais. Oui, c'est vraiment renverser la vapeur et prendre la ressource où elle est, quoi, finalement. Oui, sachant qu'on ne peut pas, quand on parle obligation légale de débroussaillement, c'est très très lourd de conséquences. C'est-à-dire que demain, si un sinistre survient, les assureurs ne se gêneront pas pour en cascade trouver les responsabilités. Est-ce que c'est l'obligé qui est un particulier? Est-ce que le voisin l'avait signalé mais le maire n'a pas fait en sorte que la chose se fasse? Ça peut aller très très loin. Un petit mot rapide sur aujourd'hui la situation d'approvisionnement. Donc on a vu que vous étiez très diversifié. Est-ce que vous avez peur sur l'approvisionnement en bois à plaquettes, les 24%? Non, parce qu'au regard, alors la particularité dans le Lot, c'est qu'on s'est organisé, on a 2 chartes forestières de territoire qui couvrent l'intégralité du département et qui embarquent un plan d'action très large et qui permet aujourd'hui assez sereinement, à travers des plans de massif par exemple. Alors, on sait ce que c'est un plan de massif, c'est énormément de travail, il faut contacter les propriétaires, parfois fort nombreux, mais derrière il y a quand même une accélération du rythme de mobilisation. La difficulté, elle est potentiellement plus avec les exploitants forestiers qui ont besoin aussi de changer leurs pratiques pour nous aider à travailler l'acceptabilité de la préservation de la ressource et de la gestion. Et d'ailleurs, il y a des dispositifs aujourd'hui qui vont, ce matin, dans la journée bois énergie, donc l'ADEME l'évoquait, des appels à projets qui permettent de financer des équipements moins traumatisants pour les sols forestiers. À chaque étage de la fusée, en fait, il faut faire évoluer les pratiques pour
assez sereinement aller vers demain. Après, par contre, la trajectoire qu'on imaginait possible, il y a ne serait-ce que 5 ans en arrière, on est en train de la revoir, on est en train de revoir un petit peu la copie à la baisse, ne serait-ce que par rapport aux besoins en chaleur, en énergie, parce que sous les effets du changement climatique, on constate d'ores et déjà des baisses significatives. Et la densification des réseaux ne suffit pas à compenser cette baisse. Ouais, vous le voyez déjà. Bon, merci beaucoup pour ce point sur la ressource. On va passer au deuxième point, en tout cas, deuxième enjeu du développement de cette filière, qui est la qualité de l'air. Donc Nadine Vezo, vous êtes chef du service qualité de l'air à l'ADEME. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'impact des chaudières bois sur la qualité de l'air ? Alors, malheureusement, la combustion du bois a effectivement un impact sur la qualité de l'air. N'hésitez pas à rapprocher. Voilà, comme tout processus de combustion. En général, si la combustion est de bonne qualité et avec un combustible homogène, ça se passe mieux. Mais c'est plus rarement le cas avec le bois, notamment le bois bûche. Alors, en particulier, ce secteur bois énergie, il contribue de façon importante aux émissions de particules dans l'atmosphère, notamment les particules fines. Alors on y reviendra après, mais qui sont les plus embêtantes en termes d'impact sanitaire, donc ce qu'on appelle les PM2,5 pour les granulométries inférieures à 2,5 microns. Et donc, alors, ce qu'on distingue, et c'est l'objectif de ce graphe-là, la courbe en vert et la courbe bleue, c'est les contributions à la fois du chauffage au bois domestique et des chaufferies collectives. Et on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Donc aujourd'hui, le chauffage au bois domestique, selon les dernières données qui ont été publiées là, dans les rapports du CITEPA en 2024, contribue à 57% des émissions de particules fines au niveau national, ce qui en fait le secteur principal en termes d'émissions, loin devant le transport ou les autres sources. En revanche, les chaufferies collectives, même s'il y a eu un développement important ces dernières années, font moins de 2,5% du total de ces tonnes de particules fines émises. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir ces ordres de grandeur quand on parle du sujet bois-énergie. L'enjeu principal en termes d'émissions aujourd'hui, c'est le bois domestique et c'est le principal levier sur lequel il faut agir pour réduire les émissions de particules fines. Après, quand on parle de qualité de l'air, alors peut-être juste, si vous pouvez revenir sur la diapo précédente. Voilà, pardon. Il y a quand même une distinction importante à avoir en tête entre les émissions et les concentrations. Les émissions, c'est les tonnes de polluants émises à la cheminée. Et les chiffres que je viens de vous donner, ça correspond à ça. Après, une fois émis, le polluant, il se disperse dans l'atmosphère. Il va se mélanger à d'autres sources. Les polluants atmosphériques, en général, ne sont pas stables et peuvent se recombiner. Ce qui fait que vous pouvez voir parfois dans les documents d'autres chiffres correspondant à la part du bois énergie sur la pollution de l'air, qui correspond à la part des concentrations. Et là, ça n'est plus que 22%. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un secteur important sur lequel il faut agir. Ça veut dire que quand on est au niveau des concentrations, comme je le disais, les particules se mélangent avec d'autres sources. Et puis, il y a aussi des particules primaires, émises notamment par la combustion du bois, et des particules secondaires qui sont liées à la transformation d'autres polluants comme l'ammoniac en agriculture, qui fait que du coup, il y a d'autres secteurs qui deviennent aussi prépondérants par rapport à la concentration mesurée dans l'atmosphère, qui est celle qu'on respire. Donc on voit bien que c'est sur le secteur particulier qu'il faut particulièrement agir. Quel est l'impact sur la santé, l'impact sanitaire, on en parlait tout à l'heure? L'impact sur la santé par rapport à ces particules fines, la PM2,5, on estime, Santé publique France estime aujourd'hui en France qu'il y a 40 000 décès attribuables à l'exposition à ces particules fines. Pour donner un ordre de grandeur, 40 000 décès, ça fait partie des 3 principaux facteurs de mortalité en France avec l'alcool et le tabac. On est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, même si les méthodes d'estimation ne sont pas les mêmes. Donc c'est un peu pour situer l'enjeu. Alors après, ça c'est l'impact sur la mortalité, mais il y a un certain nombre de maladies qui sont attribuables à l'exposition à la pollution de l'air, notamment aux particules. Ça peut être des cancers, des maladies cardiovasculaires, évidemment des maladies respiratoires. Et encore dans la littérature, on fait de plus en plus de liens avec le diabète, des maladies neurodégénératives. Voilà, je pense qu'on ne sait pas encore tout sur le sujet, mais l'impact sanitaire est majeur et c'est une des raisons pour lesquelles il faut agir pour réduire ces émissions. Alors justement, maintenant qu'on a vu à quel point c'était important, comment agit ? Comment la filière bois peut agir ? Alors, on va peut-être distinguer les deux sujets. Sur la question du chauffage au bois domestique,
Il y a beaucoup de leviers d'action. D'abord, alors, il faut commencer par isoler les logements, parce que ça réduira le besoin de chauffage. Ensuite, il faut, alors même si ça peut faire hurler parfois dans certains territoires, il faut arrêter les flambées plaisir avec des foyers ouverts qui ont un rendement énergétique déplorable et qui sont finalement une source de gaspillage de bois. On peut les voir sous cet angle-là. Il faut renouveler les anciens appareils qui sont beaucoup plus émissifs. Donc il y a vraiment eu une évolution des technologies à partir de 2005. Mais sur 7,5 millions de foyers qui se chauffent au bois aujourd'hui, on considère qu'il y a encore 2,2 millions d'appareils qui datent de 2005 et qui sont encore utilisés. Et à peu près 800 000 foyers ouverts. Voilà, donc il faut arriver à sortir ces appareils du parc, les renouveler pour des appareils plus performants, qui sont aussi beaucoup moins émissifs. Et ensuite, un appareil performant, ça ne suffit pas complètement. Il faut aussi bien l'utiliser, donc avec du bois de qualité, du bois sec. Il faut bien entretenir son appareil et surtout bien le dimensionner, puisque c'est le surdimensionnement de l'appareil et donc le fonctionnement en sous-charge qui correspond aussi à des émissions assez importantes. Donc, depuis 3 ans maintenant, on mène avec le ministère de la Transition écologique une campagne nationale de communication diffusée dans la presse, la radio, les médias digitaux. Donc ça a été diffusé en novembre. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu, pour essayer de sensibiliser à ces différents leviers, parce que c'est vraiment, chacun peut agir, tout utilisateur de chauffage au bois peut agir pour réduire les émissions. Et ensuite, au niveau des professionnels, peut-être au niveau des professionnels, il faut continuer à améliorer les performances des appareils. D'accord. Et puis, de toute façon, il y a toujours de la recherche à faire aussi pour mieux connaître les émissions, mieux connaître les leviers, regarder aussi les solutions de post-traitement qui, pour l'instant, ne sont pas utilisées. Ce que je pourrais préciser aussi là-dessus, puisqu'on a aussi quelques élus dans la salle, c'est qu'en tout cas, dans les zones qui sont couvertes par des plans de protection de l'atmosphère, l'ADEME propose un dispositif qui s'appelle les fonds Airbois, qui vise à mettre en place un fonds conjoint avec les collectivités pour aider les particuliers à renouveler les anciens appareils de chauffage et aussi à développer sur le territoire des actions d'animation et de communication pour sensibiliser les utilisateurs à ces enjeux et les inciter à ce renouvellement. Est-ce qu'on peut avoir à peu près un montant d'aide ou un pourcentage à peu près? Alors, le fonds est financé 50-50 entre la collectivité et l'ADEME et on a des tailles de fonds qui sont vraiment très variables selon la taille des territoires. D'accord. Donc des outils à disposition pour le financement et chacun doit agir en fait par rapport au chaufferie bois. Et des supports de communication qui peuvent aussi être relayés. Alors ça, c'était plutôt pour le chauffage domestique. Sur la question des chaufferies collectives, on va retrouver un certain nombre de leviers d'action identiques. La question du dimensionnement. Si une chaufferie est surdimensionnée, elle va avoir des cycles d'arrêt et de démarrage très fréquents ou des fonctionnements en mode dégradé qui seront plus émissifs. Donc je pense qu'il y a des leviers d'action, alors à la fois évidemment dans toutes les études amont pour vraiment bien déterminer le dimensionnement. Et puis ensuite, peut-être réfléchir parfois à la mise en place de ballons de tampon, de ballons de stockage thermique. Éventuellement avoir plusieurs chaudières plutôt qu'une seule pour avoir plus de flexibilité. Donc il y a ce levier-là. Il reste la question de la qualité du combustible, comme pour le chauffage domestique. C'est quoi, 20% de taux d'humidité 23. 23, voilà. En tout cas pour le chauffage domestique. Et puis on parlait tout à l'heure d'autres types de combustibles que les plaquettes forestières. Je pense qu'il faut garder en tête que selon la nature du combustible, on peut aussi avoir quelque part des polluants qui se mélangent si on n'est pas sur du bois forestier. Et ça peut donc avoir un impact sur les émissions. Et puis le taux d'azote aussi qui varie avec certaines agro-ressources. Donc à prendre en compte quand même pour éviter d'avoir trop de rejets sur les oxydes d'azote. Voilà, donc dimensionnement... Le dimensionnement qui n'est pas évident parce que Stéphane Magot disait tout à l'heure, finalement il fait de plus en plus chaud, donc c'est pas évident d'anticiper les besoins en chaleur, quoi. Tout à fait. Ouais. D'où le fait d'avoir peut-être deux chaudières, une petite, une grosse pour l'été, l'hiver, enfin voilà. Pour essayer de moduler. Et puis le dernier levier évidemment c'est les systèmes de filtration. Et là-dessus, en tout cas dans le fonds chaleur, l'ADEME encourage à mettre en place des systèmes de filtration sur les chaudières de toute taille.
J'ai remis le visuel sur la diapo là, de l'étude ACI-BioCA qui a été faite il y a quelques années par l'ADEME et qui a permis d'évaluer en faisant des campagnes de mesure sur des chaufferies inférieures à 1 MW les différents systèmes de filtration. Donc on arrive vraiment à dégager des tendances sur des équipements plus performants que d'autres. Voilà. Et puis même si la réglementation ne l'impose que sur les chaudières supérieures à 1 MW, il faut mettre en place des systèmes de filtration au-dessous et donc l'intégrer aussi dans le coût des installations au départ. C'est combien à peu près en pourcentage du coût, vous savez, un système de filtration en plus? Alors là, vous me posez une colle, je ne saurais pas vous donner les... Il y aura peut-être des professionnels dans la salle qui sauront répondre. Sûrement. Non, mais pas de souci. En tout cas, on voit bien tous les enjeux qu'il y a par rapport à cette filière bois. J'allais dire, en guise de conclusion à tous les trois, comment vous voyez l'impact du changement climatique sur le développement de cette filière? Parce que j'ai le micro, alors allez-y Nadine. Du coup, je commence. Déjà, pour moi, l'impact du changement climatique, il va forcément intervenir sur la santé des forêts. Alors, mon sujet, c'est la pollution de l'air et il y a un polluant qui est l'ozone qui, du fait du changement climatique, des températures plus élevées, d'un rayonnement solaire du coup plus élevé, fait qu'on a dans un certain nombre de régions, notamment dans le sud de la France ou dans l'est de la France, où il y a de plus en plus d'ozone, qui a un impact énorme sur la qualité, le dépérissement des forêts. Or, si on n'a pas une forêt en bon état, on va dégrader le puits de carbone. On va certainement, déjà que ça pose question, interroger la neutralité carbone du bois énergie. Voilà, donc le dérèglement climatique aura forcément, via cet impact sur la santé des forêts, une incidence sur l'ensemble de la filière. Et du coup, je pense qu'il faudra à un moment donné aussi faire des choix sur l'usage de la biomasse. On parlait tout à l'heure des approches type cartophobe, voilà, des merit orders qui commencent à se dégager. Et clairement, tout ce qui est foyer ouvert, chauffage au bois non performant, on élimine. Il faut éliminer. D'accord. Merci beaucoup. Lucille Savagnier. Merci. Le réchauffement climatique, c'est un énorme... c'est mieux ? Oui, c'est mieux. C'est un énorme challenge pour notre filière forêt-bois. Je pense que ça va passer par la récolte des bois de crise. C'est-à-dire par exemple avec les scolites par exemple les scolites, savoir... ça demande une mobilisation forte de l'amont et aussi de l'aval pour aller chercher les bois soit abîmés par des ravageurs, soit des tempêtes, soit des incendies, et de l'aval pour pouvoir les valoriser et pas les laisser se déprécier en forêt. Il y a aussi la question de l'adaptation des essences au changement climatique. Alors, je parle pour ma paroisse, mais le FCBA, on a un énorme réseau d'essais. Et là, il y a un projet de 3 ans qui s'est terminé, qui s'appelle le projet REFER. Et en fait, on est revenu sur toutes nos parcelles depuis les années 90 pour voir quelles essences sont d'intérêt et sont résilientes face au changement climatique. Donc voilà, il y a des initiatives qui se passent à toutes les strates institutionnelles de la filière. Ça nécessite aussi, je pense, d'augmenter la part des produits à longue durée de vie dans les produits à base de bois et aussi d'augmenter cette part de recyclage pour limiter l'utilisation de la biomasse vierge dans les produits à base de bois. Je le constate un peu tous les jours, il y a vraiment besoin d'une structuration forte au niveau de notre filière, d'un réseau d'observatoires pour la planification énergétique et pour la planification des politiques forestières au niveau national. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas assez forte, c'est ça ? Il y a des choses qui se passent, il y a plein de choses qui se passent, et je trouve que par rapport à il y a 5 ans, là, il y a des moyens, il y a les ministères qui disent oui, il faut qu'on y aille. Il y a le GIS qui s'est créé, mais le GIS, par exemple, ils n'ont pas de fonds dédiés, ils sont sur fonds propres. Voilà, donc il y a des choses, mais il faut qu'on s'articule, il faut qu'on discute entre nous, il faut qu'on se décloisonne, ça c'est très important. Donc tous les professionnels autour de la table, quoi. Voilà, en gros. Merci Lucille. Stéphane Magot, votre vision par rapport au changement climatique et l'impact peut-être sur votre territoire et la filière bois ? Disons que les crises, comme je disais tout à l'heure, on va en avoir de nouvelles. Il faut être à la fois capable de mettre en œuvre une résilience, accroître la résilience de nos territoires, travailler dans le partenariat, dans la transversalité. Au lendemain d'une crise, il y a de la solidarité. En général, on arrive à résoudre. Le challenge, c'est d'arriver demain à anticiper, à bâtir un petit peu un plan d'action
à être bien sûr dans la prévention. Hein. Il faut éviter autant que peut se faire que le sinistre survienne, mais que chacun prenne sa part le moment venu. C'est pour les décideurs que sont les élus locaux, notamment. Alors peut-être qu'effectivement dans le secteur privé, il y a des très bons stratèges, il y a beaucoup de conseils qui est apporté et qui permet d'avoir un petit peu la boule de cristal. Honnêtement, dans les collectivités locales, aujourd'hui, je plains réellement le maire à l'échelle d'une commune qui doit prendre le pari de dire j'investis dans telle filière énergie renouvelable pour demain. Est-ce que ça va me donner raison? Est-ce que ça va me donner tort? Et quand on connaît aujourd'hui l'exigence de nos concitoyens, l'impatience, la virulence parfois dans les propos. Ce matin, on travaillait justement sur la médiation nécessaire. Il faut vraiment une acculturation de toutes les parties prenantes, sachant que le particulier, lui, il est libre de prendre l'information où il le souhaite. Et là, on lutte parfois contre des fakes, contre des idées reçues. Les réseaux sociaux sont délétères de ce point de vue-là. Et franchement, voilà, c'est bien difficile aujourd'hui de prendre des décisions pour demain. Donc sûrement un mix énergétique finalement par rapport aux élus, ce que vous disiez, quoi. Oui, bien sûr, mais sachant que chacun relève d'un pari un petit peu aussi sur les conséquences qui pourra... Et puis, toutes les recettes ne marchent pas sur tous les territoires. Donc, il faut à la fois avoir cette vision de trajectoire distante, lointaine, mais bien sûr s'ancrer dans la réalité du territoire, en sachant que la réalité d'un territoire, en l'espace de quelques années, peut évoluer très très rapidement. Les crises, ça a été évoqué, c'est pas du tout la même chose d'aller récolter de façon anticipée un peuplement dépérissant dans sa globalité ou d'aller picorer dans une forêt pour pouvoir, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, continuer à autoriser le libre parcours, les loisirs en forêt ou ainsi de suite quand une forêt devient dangereuse. Je suis intervenu auprès des collectivités forestières de Bourgogne il y a quelques années. Pourtant, il y a de très belles forêts en Bourgogne, mais il y a des forêts dépérissantes et les élus étaient très inquiets effectivement de se trouver peut-être demain à la veille d'interdire le parcours, le VTT, la balade, la recherche des champignons, parce que ça retombait sur leur responsabilité si jamais il y a un accident qui survient en forêt du fait d'un arbre qui tombe, par exemple. Bon, merci déjà à tous les trois pour nous avoir exposé tous les enjeux, aussi bien de la ressource que la qualité de l'air. Je me tourne vers vous pour savoir si vous avez des questions dans la salle. Il y a Brian qui a un micro et qui peut vous apporter le micro. Il y a une question là-bas. Est-ce que vous pouvez vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, alors, je m'appelle Clément, je suis agriculteur dans les Hautes-Pyrénées et j'aimerais savoir ce que vous pensez des taillis à rotation courtes et très courtes. Très bonne question. C'était une des questions qu'on avait proposées en plus, c'était de se dire quelles sont les alternatives par rapport au bois énergie forestier. Donc voilà, taillis à très courte rotation. Est-ce que quelqu'un veut répondre, Stéphane ou Lucille? Moi, j'ai en tête une expérience, un appel à projet auquel il a été répondu dans le département du Lot. Bien à côté de votre micro, pardon. Sur la haie champêtre, alors bocagère dans le nord, champêtre dans le sud, qui rejoint un petit peu cette logique dans la mesure où c'est un petit peu la même logique des bois qu'on récolte au bout d'une dizaine d'années, 10-15 ans, peut-être un peu plus pour du taillis à rotation courte, je n'ai pas la notion exactement en tête. Et ça fait partie pour nous du système résilient pour nos territoires. À titre d'information, on est sur un territoire de polyculture élevage. Sous les effets du changement climatique, la culture des céréales à paille devient quasiment impossible, notamment du fait de la forte pluviométrie qu'on connaît parfois durablement à certaines saisons. Et donc la Chambre d'agriculture est partenaire de cette étude, de même que le CIDED, pour aller substituer de la plaquette forestière à de la paille, soit en sous-couche, soit en substitution intégrale, mais quelle que soit la destination, que ce soit pour substituer de la paille, que ce soit pour fournir de l'énergie, ça fait partie effectivement de la place que peut prendre ce nouveau gisement, cette nouvelle ressource, en chassant. Alors, c'est un peu moins vrai pour le taillis rotation courte parce qu'il aurait ces uniques finalités, mais sur l'implantation de la haie champêtre, par exemple, il y a aussi une forte contribution en termes de biodiversité, de stabilité des sols, donc c'est vraiment multifactoriel. Et un petit peu à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure dans les scénarios, dès lors qu'on touche à un paramètre, il y a tous les autres qui se dérèglent et ainsi de suite. Donc merci les tableurs qui nous aident un petit peu à y voir plus clair dans tout ça. Juste, monsieur, vous êtes intéressé, vous, pour en faire du taillis à très courte rotation?
Après, c'est toute une question de débouchés. ce que ça peut rapporter. Et puis, est-ce Ouais. qu'il y a un débouché, est-ce qu'il y a une filière qui est structurée? Et puis voilà, quoi. Nous, en tant qu'agriculteur, on va pas s'amuser à faire des choses. Si c'est pour perdre de l'argent, on va pas s'amuser non plus, quoi. Donc on entend bien l'œuf et la poule, j'allais dire la collectivité qui a besoin d'un débouché et vous qui pouvez fournir en même temps, en Dans face. des élevages qui ont besoin d'énergie, par exemple un élevage de veaux qui produit beaucoup d'eau chaude, il y en a qui d'ores et déjà vers chez nous ont effectivement en autonomie finalement la maîtrise sur cette ressource et qui alimentent leur chaufferie. Mais de la même manière, à l'échelle d'un petit établissement, un EHPAD, une école, sur un projet de collectivité, on peut très bien avoir un fournisseur exclusif qui va être un agriculteur qui dédierait sa production à cette unité. Moi, je connais pas mal d'exemples dans le Perche avec des SIC Bois Énergie dans le Perche qui font appel justement aux éleveurs avec toutes leurs haies autour pour fournir des collectivités. Il y a déjà des exemples en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Alors, il y a Brian qui va vous apporter le micro. Si vous pouvez, pareil, vous présenter. Alors bonjour, je m'appelle Paul, je suis étudiant en première année d'école d'ingénieur. Et je voulais savoir, est-ce que par rapport aux particules fines, il existe déjà de nombreuses solutions pour les réduire déjà en partie ou pas? C'était juste ça. Merci beaucoup pour votre question. Donc plus à Nadine Duezo. Donc quelles sont les méthodes pour réduire les particules fines? On a vu un petit peu tout à l'heure, mais peut-être... Alors, les méthodes les plus classiques, c'est des méthodes de filtration. Maintenant, c'est sur les pots d'échappement des voitures ou sur les cheminées d'usine ou sur les chaufferies collectives, ça marche. Par contre, sur le chauffage domestique au bois, qui, comme on l'a vu, est à l'origine d'émissions importantes de particules fines, pour l'instant, le post-traitement n'est pas une solution. Donc, c'est vraiment en jouant sur la qualité de la combustion qu'on peut... Voilà, il faut tout faire pour avoir une bonne qualité de combustion pour réduire les émissions. Et pourquoi le post-traitement n'est pas installé? C'est parce que c'est trop cher en fait par rapport à des installations chez les particuliers? Alors, il y a effectivement un surcoût sur les installations. Ça pose aussi des problèmes de perte de charge dans les conduits qui sont pas évidents. Donc, il semble à un moment donné que la Suisse a développé cette technologie-là, n'a pas poursuivi. Et pour l'instant, c'est assez peu investigué en France. Ça ne veut pas dire que ça évoluera pas, parce que ça fait partie quand même des leviers supplémentaires qu'on pourrait avoir. Mais pour l'instant, on mise vraiment plus sur l'optimisation de la combustion au niveau de l'appareil plutôt que sur le rajout d'un filtre dans le traitement. Brûler du bois de 2 ans, c'est plus simple que d'ajouter un appareil en plus. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a juste pour rebondir peut-être sur le chauffage domestique, ce qui est très particulier, c'est que l'appareil de chauffage au bois individuel, il nourrit le sentiment d'autonomie et de résilience. Quand il y a coupure d'électricité, par exemple, un poêle à granulés, donc qui est bien plus performant en termes d'émissions, il ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, ce que recherchent nos concitoyens, nos administrés, c'est cette capacité finalement à se recroqueviller un petit peu en situation de crise à leur échelle, en continuant à fonctionner avec cet appareil. Et là, on est un petit peu, franchement, à court d'arguments. Quand on me dit, oui, mais moi, mon poêle à granulés, ma chaudière appelée, elle s'arrête et ainsi de suite. Oui, s'il faut rajouter la couche du groupe électrogène et ainsi de suite. Du panneau solaire avec la batterie. Avec la batterie, voilà. On en revient à bâtir ce que nous, on s'impose, par contre, dans nos propres installations. Mais l'infliger à chaque particulier, c'est très, très particulier. Juste préciser qu'il y a quand même certains appareils, notamment sur les poêles à granulés, qui peuvent basculer en fonctionnement manuel, qui peuvent fonctionner sans l'électricité. Pas tous, mais il y en a sur le... Oui, et il y a des appareils aussi, j'allais dire bi-énergie, granulés et bois bûche. Voilà. Au cas où, s'il y a une coupure d'électricité. Tout à l'heure, on a parlé du volontarisme dont doivent faire preuve les collectivités dans l'amélioration de la performance thermique des logements, dans l'aide, effectivement, l'accompagnement financier pour le changement, éradiquer ce parc d'appareils obsolescents. Mais bien sûr, ça pose la question des moyens. Vu le nombre de dispositifs adressés. Parce qu'aujourd'hui, la rénovation du parc de logements en France, c'est un chantier. On a du travail pour 3-4 générations. Or, les effets mesurés aujourd'hui, alors pour le coup, pas tellement l'inconfort d'hiver, parce que les hivers sont de plus en plus doux, mais c'est l'inconfort estival qui devient aussi prégnant, qui du coup amène d'autres réponses techniques qui font que finalement la fourniture de chaleur l'hiver
C'est certes un problème, mais moins important que quelques années en arrière, alors qu'il faudrait pouvoir produire du froid. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit aussi la question des réseaux de froid se poser de plus en plus, soit sous forme de réseau, soit sous forme de complément pour des établissements. Quand aujourd'hui, dans un hôpital, quand vous avez du 35-40 degrés, y compris sur des plateaux techniques, c'est juste pas possible. Dans un EHPAD, c'est exactement la même chose. Donc le problème, c'est qu'il faut tout faire en même temps. Et c'est là que ça devient très très compliqué. Merci. Je fais juste un petit teasing sur les réseaux de chaleur. Il y a une conférence demain sur les réseaux de chaleur et de froid. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ou des remarques? Non, c'est très clair pour tout le monde. Ah, une question. Jérémy Gloagen, référent forêt résiliente à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Moi j'avais une question peut-être pour le FCBA, mais aussi peut-être pour les autres invités. C'était sur les scénarii. On a vu qu'il y avait des scénarii qui augmentaient la récolte de 54 millions de mètres cubes à plus de 70. On est à plus de 20%. Aujourd'hui, concrètement, où c'est qu'on peut aller chercher du bois additionnel? On a parlé forêt privée avec de la micropropriété. On parle peut-être ici, on n'est pas loin des Pyrénées, mais c'est difficilement accessible avec des dessertes qui n'existent pas ou des chantiers très en pente. Vous avez étudié où c'était possible Alors c'est une très bonne question. Et pour vous répondre, il faudrait qu'on regarde plus précisément les fiches régionales qui sont sorties avec l'étude et aussi le tableur avec les résultats régionalisés, parce que là, de tête, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Il y a des régions où c'est faisable et d'autres où effectivement on sera beaucoup plus en tension. Donc ça, je vous invite soit à m'envoyer un mail, soit vous... puis on peut regarder ensemble, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'au niveau de la ressource, aller chercher dans les parcelles privées, c'est déjà un défi, en fait. Oui, c'est un défi parce que certains propriétaires ne savent même pas qu'ils sont propriétaires. Alors, Stéphane est bien placé pour le savoir, mais la forêt privée en France, je l'apprends peut-être à personne ici, c'est 75% de la surface en France. On a 3,5 millions de propriétaires. Donc c'est une question qui est structurelle. En plus, voilà, c'est un des gros enjeux. Il y a des démarches qui se font au niveau des coopératives, au niveau des sociétés forestières, mais je pense que il y a des gens, ça avance, mais il faut qu'on regarde plus précisément région par région pour répondre à cette question. Stéphane, vous aviez quelque chose à ajouter sur où trouver la ressource? Dans le Lot, il y a la ressource qu'il faut? Oui, on en a identifié, mais ce qui est vrai dans le Lot n'est pas vrai dans l'Aveyron, n'est pas vrai en Normandie, n'est pas vrai dans l'Est de la France. Donc c'est vraiment un travail dans le détail qui permet d'identifier, de déterminer jusqu'à quel point on peut ambitionner de développer cette quantité à valoriser. Alors, à tout point de vue, en respectant la hiérarchisation des usages. Mais en fait, le potentiel, il est propre à chaque région. Il y a vraiment de l'acculturation, je le redis, qui est nécessaire à tous les âges. Les collectivités forestières, par exemple, portent une action dans 1000 communes, la forêt fait école. C'est une forêt pédagogique. Et lorsqu'on apprend à nos enfants au primaire ce qu'est un arbre, le rôle qu'il joue, sans parti pris, hein. On n'axe pas bois énergie, on n'axe pas puits de carbone, on évoque tout de façon horizontale. Mais on prépare un décideur qui, dans 20 ans, dans 30 ans, on l'espère, prendra la bonne décision. La difficulté, c'est qu'on n'a pas 20 ou 30 ans à attendre. Il faut être en mesure, d'ores et déjà, de donner certaines inflexions assez fortes. Est-ce que les cellules biomasse vont à l'échelon régional, départemental ou communal dire aux collectivités, vous avez de la ressource ici? Il faudrait interroger les cellules biomasse, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais moi, ma connaissance de leur travail, c'est déjà des gens qui sont débordés et qui ne sont pas assez nombreux pour faire tout le travail qu'on leur demande. Donc je ne pense pas qu'elles aient le temps d'aller interroger les collectivités. Et je crois qu'il y a une main qui s'est levée là. Oui. Si vous pouvez passer le micro derrière vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous faites partie d'une cellule biomasse? Oui, donc Ophélie, je travaille à l'ADEME Occitanie, je suis basée à Toulouse. Et du coup, je fais partie de la cellule biomasse. Donc on n'est pas seul dans les cellules, hein, on est avec la DRAF, la DREAL et la DRET. Et clairement, ce n'est pas une de nos missions, en fait, ça, d'aller voir les collectivités, les communes. Nous, on va rendre des avis sur des plans d'approvisionnement, sur des grosses chaufferies. Et on va essayer de suivre la ressource. Voilà. Très bien.
Et c'est vrai que vous avez un rôle à jouer important par rapport à tous les acteurs justement qui se mettent autour de la table et au flux du bois. Concrètement, là, il y a 2-3 semaines, j'étais à la journée régionale Bois Énergie de Savoie. Et il y a plusieurs strates sur la ressource très locale. Il n'y a pas l'équivalent des cellules biomasse pour les petits projets, même si aujourd'hui, dans la base de données Cartophobe, il y a des chaufferies de plus d'1 MW de puissance installée consomment 80% de la ressource. Enfin, c'est 80% de la consommation. Donc oui, il y a des dialogues à faire au sein des différentes strates décisionnelles. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je pense qu'on peut vous applaudir. Ah bon, alors, une dernière question, excusez-moi pour les applaudissements. Allez, on a 1 minute. Merci. Le micro est juste derrière vous. Oui, je suis d'une mairie des Cévennes et membre d'un groupement forestier. Et le plus gros problème, c'est que les routes départementales ne permettent pas de sortir le bois. Donc il y a une réserve forestière gigantesque. Les producteurs et autres se morfondent, on ne peut pas sortir le bois. C'est limité à 13 tonnes, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est un témoignage ou est-ce que vous voulez une réaction? C'est une constatation, il n'y a rien qui bouge. Ouais. Ou c'est très très lent. Et Stéphane, peut-être dans le Lot, vous avez le même problème Oui, le réseau routier n'est pas adapté, mais par contre les contraintes topographiques sont moindres que dans les Cévennes. On a eu ce matin, dans le cadre de la journée Bois Énergie Occitanie, le témoignage du département des Pyrénées-Orientales qui a fait un diagnostic de son réseau routier départemental. Alors bon, ils se sont fait plaisir parce que finalement ils ont constaté qu'il était plutôt bien adapté aux besoins, mais en tout cas faire ce genre de diagnostic, ça met tous les acteurs face à la responsabilité, que ce soit le département, que ce soit les EPCI. Ça questionne bien sûr la question de la multifonctionnalité de certaines voies et du partage des usages. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble indispensable à élaborer pour prétendre demain mobiliser cette ressource ou tout simplement gérer un risque, sans même parler de mobiliser la ressource. Quand vous avez des grands massifs, quand vous n'avez pas de rupture, quand vous n'avez pas possibilité de faire la défense de la forêt contre l'incendie dans de bonnes conditions, c'est potentiellement un territoire qui est exposé. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette question. Cette fois-ci, merci à tous les trois, sous vos applaudissements. Merci beaucoup, merci à tous et bonne fin de salon Energaia.